I think I'm post-colonial because when I was growing up, is this all? Yeah. Is that better? Right, it's better. Thank you. When I was growing up, which was broadly during the 1950s, Britain had just taken part in a big war, which they claimed to have won, which I'm not so sure about now. And there were all sorts of movements abroad in the former colonies, which were gaining independence and moving away from Britain. And in particular, in Egypt, which had been a British possession for many years, they declared independence and closed the Suez Canal. And Britain made this really foolish attempt to intimidate with military force and was sent packing, good thing too. And that really brought about a crisis of identity in Britain. This left me more or less completely untouched because I was at school and I didn't care about the empire. I was just living my life. But during that period, there were a lot of science fiction novels being written in Britain, which reflected that. The works of John Wyndham, for instance, the works of John Christopher, Charles Eric Maine, and a man called J.T. McIntosh were writing novels which reflected the decline of Britain through metaphor. But that really, by the time I became a writer, which was some 20 years later, that instinct really left me. By then I was much more interested in the Beatles and rock and roll and, girls and stuff like that. Tout d'abord, pour commencer, merci beaucoup Stéphanie. Après votre introduction, j'allais dire que j'allais simplement partir et éviter de parler parce que j'allais vraiment ruiner totalement l'effet de votre introduction. Je me considérerais plutôt comme un auteur post-colonial. Quand j'ai grandi, c'est-à-dire à peu près dans les années 50, l'Angleterre sortait d'une grande guerre qu'elle prétendait avoir gagnée, j'en suis plus vraiment très sûr à l'heure actuelle. Il y avait tout un tas de mouvements à l'étranger, dans les anciennes colonies, des mouvements d'indépendance, et qui, en gros, prenaient de la distance vis-à-vis du Royaume-Uni. Notamment la crise en Égypte, qui était à l'époque une possession anglaise, où il y a eu la fermeture du canal de Suez, et où l'Angleterre a fait une tentative, à mon sens très stupide, d'essayer d'intimider le pouvoir en place par la force militaire, et qu'on a envoyé rentrer chez elle. Donc il y a eu à partir de là une crise d'identité assez forte, mais qui m'a pas vraiment touché parce que je m'en fichais un peu, parce qu'à l'époque j'allais à l'école et que j'étais occupé à vivre ma vie. Mais à cette époque, il y a eu pas mal de romans de science-fiction qui ont traité de ce thème-là par le biais de la métaphore en science-fiction. On peut citer par exemple John Christopher, John Wyndham, J.T. McIntosh, etc. Mais bon, 20 ans plus tard, quand moi je suis devenu écrivain, je m'intéressais surtout au rock'n'roll, aux filles, aux Beatles et à ces trucs-là. J'ai donc commencé mes lectures par un texte d'une grande modernité, et ensuite j'ai découvert des textes plus anciens, donc des classiques. Je crois qu'on est beaucoup à connaître ce texte. J'avais atteint l'âge de 1000 km. De l'autre côté de la porte, les membres de la guilde se rassemblaient pour la cérémonie qui ferait de moi un apprenti. Moment d'impatience et d'appréhension, en quelques minutes, allait se concentrer tout ce qui avait été ma vie jusqu'alors. Mon père était membre d'une guilde, je n'avais jamais connu sa vie que d'une certaine distance, elle me semblait passionnante, chargée de sens, de solennité, de responsabilité. Il ne me parlait jamais de son existence ni de son travail, mais son uniforme, son allure lointaine et ses fréquentes absences de la ville laissaient entendre qu'il se consacrait à des activités de la plus haute importance. Dans quelques minutes, la perspective d'une vie semblable s'ouvrirait devant moi. C'était un honneur et une prise de responsabilité telle qu'aucun garçon élevé entre les murs trop étroits de la crèche ne pouvait échapper à l'émotion qu'éveillait cette étape capitale. La crèche même occupait un petit bâtiment, exactement au sud de la cité. Elle était presque entièrement entourée de murs. Un terrier complexe de couloirs, de chambres et de salles,
Impossible d'accéder au reste de la ville, sinon par une unique porte, fermée en temps normal. Nous ne pouvions faire d'exercice que dans le petit gymnase et dans la minuscule cour à ciel ouvert, entourée de hautes murailles sur les 4 côtés. Comme les autres enfants, on m'avait confié au bon soin des administrateurs de la crèche peu après ma naissance, et je ne connaissais pas d'autre monde. Je n'avais nul souvenir de ma mère, qui avait quitté la ville peu après m'avoir donné le jour. Ce fut une expérience certes monotone, mais nullement malheureuse. Je m'étais fait quelques bons amis, et l'un d'eux, un jeune garçon de quelques kilomètres plus âgé que moi, Germain Jazz, était devenu apprenti membre de la guilde peu de temps avant moi. J'étais impatient de revoir Jazz. Je ne l'avais rencontré qu'une fois depuis qu'il avait atteint l'âge de la majorité, quand il était revenu pour une courte visite à la crèche, et déjà il singeait l'attitude un peu affairée des membres. Je n'avais rien appris de lui. Maintenant que j'allais à mon tour devenir apprenti, il me semblait qu'il aurait beaucoup à me dire. L'administrateur revint dans l'antichambre où je me trouvais. « Ils sont prêts, me dit-il. Vous rappelez-vous bien ce que vous avez à faire ? » ?»« Oui. »« Alors, bonne chance. » Je m'aperçus que je tremblais et que mes mains étaient moites. L'administrateur qui m'avait amené de la crèche le matin même me sourit d'un air encourageant. Il croyait comprendre les affres par lesquelles je passais. En réalité, il n'en devinait que la moitié. D'autres cérémonies m'attendaient après celle des guildes. Mon père m'avait informé de ses arrangements pour mon mariage. J'avais accueilli la nouvelle avec calme, car je savais que les membres des guildes devaient se marier tôt. De plus, je connaissais déjà la jeune fille choisie. Elle s'appelait Victoria Lorouex, et nous avions grandi ensemble à la crèche. Je ne l'avais guère fréquentée, il n'y avait pas beaucoup de filles dans la crèche, et elles avaient tendance à rester entre elles, formant un petit groupe hermétiquement clos. Mais nous nous étions pas tout à fait des étrangers l'un pour l'autre. Malgré cela, le mariage restait pour moi une perspective nouvelle, et je n'avais guère eu le temps de m'y préparer. L'administrateur consulta la pendule. « Eh bien, Edward, c'est l'heure. » Voilà, la phrase, je crois, c'est une... Il y a des phrases d'ouverture, parfois, assez souvent, dans les romans de science-fiction qui nous marquent. Mais je crois que c'est certainement, dans mon histoire de lectrice de 35 ou 40 ans de texte de science-fiction, l'une des plus extraordinaires phrases de début d'un roman de science-fiction. Et je voudrais demander tout d'abord à Christopher Priest comment il a eu l'idée d'une telle phrase d'attaque et d'une telle société où on compte en kilomètres. It was true. I'd like to say, Stephanie, you make my book sound so nice in French. Je voulais vous dire d'abord, Stéphanie, que vous faites, à vous entendre, les livres sonnent tellement bien en français. The problem with Le Monde Inverti, for me, is I wrote it at least 40 years ago. I was working on it for about 8 years before then. I was really young, and I really didn't know what I was doing as a writer. So I do feel that sentences like the one Stephanie's talking about are really just luck. When I said at the beginning, that's what it really was. I just felt that that was how the book should start. It came from, it wasn't calculated in any way. Le problème avec Le Monde Inverti, c'est que je l'ai écrit au moins il y a 40 ans, et avant ça, je travaillais dessus pendant 8 ans. Et j'étais jeune à l'époque, je ne savais pas très bien encore, je ne comprenais pas encore très bien ce que je faisais en tant qu'écrivain. Je pense que des phrases comme celles que vous avez citées en ouverture sont simplement de la chance. J'avais juste l'impression que c'était la façon dont le livre devait commencer. C'est juste plus intuitif, c'était pas calculé du tout. On va maintenant passer à un roman beaucoup plus récent. On n'a pas dans cette rencontre de choix chronologique, tout simplement parce que chez Priest, ça n'a pas beaucoup de sens. Même s'il y a des périodes dans sa vie d'écrivain, des chronologies, on pourrait parler de Fracture intérieure, on pourrait parler de son hommage à H.G. Wells, qui est un de ses premiers livres, un livre plutôt classique, plutôt exercice de style. On pourrait parler d'autres livres, il y en a beaucoup, y compris ceux qui ont été adaptés au cinéma, qu'on n'aura pas le temps d'évoquer. Mais avoir un temps circulaire dans l'approche des livres de Priest ne dérange nullement, parce que, et j'aimerais qu'il me dise s'il est d'accord, s'il n'est pas, il le dira avec sa franchise habituelle, j'ai l'impression que le temps n'est pas quelque chose de statique, que le temps n'est pas quelque chose qui coule de façon évidente, que le temps est mobile dans les écrits de Priest, que le temps est flou, que le temps est indécis, et que le monde lui-même l'est. Est-ce que Christopher Priest
Votre œuvre, ce n'est pas justement une rupture avec la linéarité du temps, en tout cas celle qu'on vit sur Terre et dans nos petites vies, et puis aussi une rupture avec l'espace tel que nous le connaissons. I've now written 13 novels. 13, 1, 3. They're all different, and they all represent different parts of my life, different periods. But for me, I feel as if I've been writing one long novel, most of which is invisible, and every now and then it sort of pops up to the surface and gets published, a bit of it, and then I go back down under the surface again. So for me, they're all linked. For instance, the affirmation, La Fontaine Pétrifiante, which Stephanie began with. For me, I don't claim it as my best novel, but I do see it myself as a kind of key novel. A novel where everything I wrote before that fed into it, and it was a kind of summary of what I'd written. Everything I've written since has referred back to that book. It's very important to me. It's sort of central. It's a kind of a rite of passage. It's in a sense from being a beginning writer to becoming a sort of mature or adult writer. The images, the affirmations still haunt me. I mean, it's a very important book personally. It describes, it's not an autobiographical novel, but it has more autobiographical feelings than anything else I've written. Alors j'ai maintenant écrit 13 romans, ils sont tous différents et ils représentent tous des périodes différentes de ma vie. Mon sentiment, quand je regarde donc, ma vie, ma carrière, j'ai l'impression en fait, même si j'ai écrit 13 romans très différents, d'avoir finalement écrit un seul et même très très long roman dont la plupart est invisible. De temps en temps, dans la majeure partie est invisible. De temps en temps, il y a une partie qui affleure à la surface, cette partie est publiée. Mais tout cela, tout le reste est invisible. Il y a une espèce de lien et un livre dont vous avez parlé juste avant, sur lequel vous avez commencé, La Fontaine Pétrifiante, et pour moi un livre très important. Je ne prétendrai pas que c'est mon meilleur livre, mais en tout cas pour moi ce livre est une clé. Tout ce que j'ai écrit avant est venu alimenter ce livre-là, est venu quelque part en sorte un peu résumer ce que j'avais appris et compris et ce que j'avais écrit avant, et tout ce que j'écris ensuite il fait en quelque sorte référence. Donc c'est un petit peu un livre central. C'est pour moi un livre, ce livre est une forme de passage qui a marqué ma transition du rôle d'auteur débutant à celui d'auteur adulte au sens d'auteur mûr. Il y a des images de La Fontaine Pétrifiante qui me hantent toujours. Alors il n'est pas autobiographique, mais c'est peut-être celui qui pour moi me fait l'effet le plus autobiographique de tous.